cette place. En termes d'équipement, c'est aussi une façon de démoder cette lumière d'arrivée pour en avoir une nouvelle qui est un peu plus équipée. Hein. C'est vous qui vous avez poussé à ça aussi. Alors là, l'automobile fait ce qui se Quand vend. même. Fait ce qui se vend. Alors là aussi, je voudrais tuer des idées fausses. Vous allez devenir vertueux. Oui, non, je voudrais, s'il vous plaît, partager la vision qu'on a du marché. D'abord, premièrement, il n'y a pas de marché pour la dépollution. Il faut le dire, quand on interroge, on fait un exercice qu'on appelle le panier de la ménagère. Hein. C'est-à-dire que vous avez 1000 €, qu'est-ce que vous achetez comme équipement? Et on fait ça astucieusement avec des instituts dont c'est le métier, de manière à ce que les réponses ne soient pas trop biaisées. Ce qui arrive en dernier, c'est les équipements liés à la dépollution. C'est-à-dire que ce sont les autres qui polluent, jamais vous. D'ailleurs, les polyéchappements, c'est plutôt vers l'arrière. Ensuite, il n'y a pas de... L'image est bonne, mais je trouve que ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire qu'en pratique, les gens ne veulent pas payer. Et donc là-dessus... Essayez avec le pot vers l'avant, on verra ce que ça fait. En pratique, les gens ne veulent pas payer. Ce qui fait qu'il y a un poids des États des réglementations qui est très très fort. Donc très clairement, sans incitation fiscale et réglementaire, il n'y a pas de marché aujourd'hui, enfin en tout cas dans ce qu'on voit, pour des dispositifs liés à la dépollution aux économies d'énergie. Alors la vertu, elle doit être où? La vertu, elle vient dans l'adéquation entre le produit et l'usage. On le voit qu'il y a de plus en plus un divorce entre cette logique du toujours plus et l'usage réel, l'urbanisation, vous en avez parlé longuement. On voit qu'il y a un déplacement des populations vers les villes et les usages sont de plus en plus urbains et de moins en moins interurbains. Et effectivement, les voitures capables de remplir toutes les missions sont de moins en moins adaptées à la segmentation, je dirais, actuellement du marché. Maintenant, Donc, vous faites la même chose, vous dites qu'on va effectivement avoir des voitures adaptées à des missions particulières. Exactement. Ça va être ça la vertu. Mais on l'a. Et donc, dans son garage, on pourra avoir plusieurs voitures en fonction de ce qu'on fait. Si on part en vacances, si on va au boulot, si on va, etc. C'est ça l'idée. Dans son garage, ou même la notion de propriété, ce qui a été souligné en préambule, a-t-on besoin de posséder une voiture, c'est en train de changer. Le rapport à l'objet change. Alors ça, on va y revenir après, c'est important. Mais déjà, du côté de chez Borloo, si je puis dire, du côté du ministère, quand on entend... On va répondre sur le ministère de l'écologie, il y a un bug là. Comment vous réagissez à ça? Première réaction, j'écoutais, il y a le bonus-malus, c'était finalement une bonne indication, parce qu'on a quand même changé, je pense, les comportements de l'acheteur par un effet réel, donc il y a eu un premier point. Quand on dit par exemple que le français, pour parler de la France, le français n'a pas d'appétit pour la dépollution, si je puis dire, comme ça a été dit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on veut l'inciter? Ça dépend sur quel point on le met. Si on le met en étiquette sur le pot yaourt, je crois que oui. C'est-à-dire que si c'est dans le comportement sur l'achat d'un produit, je crois que la conception même, ou maintenant le choix d'une voiture avec bien sûr le bonus-malus, on serait demandé il y a 2 ans si les gens allaient choisir en fonction de la consommation de l'émission de CO2, on aurait dit que c'est impossible. On voit bien qu'aujourd'hui ça se passe. Et que ça change quand même un comportement d'acte d'achat lourd, mais je pense que ça peut aussi se faire dans la vie de tous les jours, et ça se fera avec les générations qui vont venir, notamment dans l'achat, quand je vois des produits de grande consommation, on citait tout à l'heure aussi Carrefour, qui pour son textile prend un mode alternatif à la route, il le fait aussi, ou Decathlon, parce que derrière, il sait très bien que c'est une manière de vendre. Et c'est peut-être pas la vente de la même méthode, enfin je ne suis pas un spécialiste de la vente, mais c'est bien le comportement et la compréhension d'une certaine action. De là, effectivement, que ce soit que sur la voiture, je crois que la difficulté pour tout un chacun, c'est que dans tous les sujets, on va regarder, comme en plus il y a des visions assez globalisantes sur ces sujets, on voit bien que c'est dans le comportement de certain nombre de choses qui sont successives qu'il va se passer quelque chose. Je reprends cet exemple, quand je parle de Decathlon, par exemple, qui fait de la grande distribution, qui amène ses vélos, comme il fait la publicité avec le côté vert, et bien le vélo, il l'amène de manière un peu plus verte. Et il n'en fait pas beaucoup de publicité, mais il le fait. Et je veux dire que c'est dans ce changement de comportement qu'on aura des choses. Je te prends un deuxième exemple pour moi qui est un des soucis, et qu'on parlait de recherche et d'innovation aussi, un vrai souci, c'est le périurbain. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un mode de développement, vous le disiez, avec des maisons qui sont plus éloignées de l'hypercentre, donc des déplacements radiaux qui sont nécessaires. Aujourd'hui, on voit bien que le comportement change parce qu'il y a eu un indicateur prix du véhicule, il y a un indicateur prix du pétrole, et que les gens réfléchissent à prendre des modes alternatifs. Et nous, on doit suivre derrière. On doit suivre, et on doit suivre en tant qu'homme de transport, c'est-à-dire concevoir des systèmes multimodaux, comme on aime le dire. La vérité, c'est comment on les rabatte sur les transports collectifs lourds, qui savent le faire,
Et là, le comportement des transports régionaux de voyageurs en ferroviaire, je veux dire, on a des taux de croissance à 2 chiffres. Hein. Donc on est bien dans un monde qui change. Alors ce monde change parce qu'on incite les gens à changer, on les pousse à le faire, parce que la mode, les préoccupations, etc., dans les esprits, effectivement, on a fait ça à SAMU et qu'on est sensible effectivement aux arguments publicitaires parce qu'on nous dit que le vélo a été produit vert, parce que le bus nous arrive de je ne sais pas comment, parce qu'il est plus vert qu'un autre, ou est-ce que c'est la contrainte qui va jouer beaucoup? Est-ce que la contrainte ou l'incitation financière sont les moteurs sur lesquels vous appuyez-vous? Je pense au péage, à plein de choses comme ça autour des villes. Non, mais la contrainte, c'est quand même pas quelque chose de très facile à mettre en œuvre. Je pense qu'en plus, c'est des mesures sur des termes un petit peu difficiles. Moi, je crois que dans un premier acte, quand je parlais par exemple du rabattement du périurbain, c'est parce qu'en fait, le marché, entre guillemets, et le coût du déplacement, les gens ont bien compris qu'à un moment, il y avait aussi des modes alternatifs qui étaient accessibles, moyennant des subventions d'investissement, des subventions de fonctionnement, qui étaient accessibles. La contrainte, c'est pas non plus, je reparle de l'exemple du bonus-malus, on aurait pu mettre une taxe. Alors là, on a équilibré. Donc on a des moyens plus astucieux que la seule contrainte. Le choix de l'automobile dans le cœur des villes, je pense qu'aujourd'hui, le choix du partage de la voirie, il est très clairement en faveur du transport collectif. Là, il y a contrainte. Et il y a contrainte manifeste sur pas mal de choses, avec l'introduction de transport collectif. Et donc l'univers du choix s'est modifié. Si je parle sur l'interrégional voyageur, il n'y a pas de contrainte. On peut choisir de prendre l'autoroute et de payer un péage, on peut choisir de prendre un TGV, on peut choisir de prendre un avion. Mais on voit bien que la demande aujourd'hui, la croissance, se fait plus sur des modes, comme je l'ai dit tout à l'heure, rapides. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une réflexion sur, finalement, quand même, l'énergie qui entraîne le TGV, elle est électrique. Et aujourd'hui, en France, qui est peut-être un petit peu différent des autres, elle ne produit pas le même CO2. Je ne pense pas que tout le monde fasse cette réflexion. Mais je dis sur le fret, à côté, dans les modes entre guillemets marginaux, aujourd'hui l'utilisation des modes marginaux par rapport à ce qui était il y a 15 ans, c'est pas simplement sur les produits vrac, les produits lourds, le sable, c'est aussi sur des produits très nobles, mais c'est dans une réflexion là qui n'est pas provoquée par la contrainte, qui est provoquée par le consommateur. Je pense que le consommateur et les gamins notamment vont entraîner beaucoup plus de modifications qu'on pensait il y a quelques années. Et dernière question là-dessus, est-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le fret, effectivement, dans le regard de route, il va être privilégié sur les routes, entre guillemets? Le fret, aujourd'hui, il manque terriblement de modes alternatifs. Je le pense très sincèrement et je suis un des forts militants là-dessus. Alors, il est vrai qu'on a un problème sur la voie d'eau, il nous manque un réseau maillé, on n'est vraiment pas dans les Pays-Bas. J'ai vu beaucoup d'exemples tout à l'heure, mais il nous manque un axe, on connaît, ça s'appelle le Nord, ça manque pour qu'on mette les choses au niveau européen. Il manque probablement derrière aussi que le Rhône soit raccordé à quelque chose. Quand on a 2 petits tuyaux, on ne fait pas grand-chose, pratiquement nulle part. Le fret ferroviaire a des difficultés. Il a les mêmes difficultés qu'on parlait tout à l'heure pour les camions en sens, qu'il a la difficulté réelle que les axes aujourd'hui dans le périurbain sont pris par ce qu'on appelle les sillons voyageurs, et il y aura des conflits, il y a des régulateurs qui vont se mettre en place pour réguler ces conflits dans des choix. Après, sur les routes, qu'il faut qu'on... Est-ce que le choix a déjà été fait? Sans qu'on nous dise forcément, est-ce qu'effectivement la route aurait gagné ou le fret aurait gagné sur la route? Je dirais pas que le choix est fait. Envoyé sur le. Moi, je renvoie ce que le Parlement vote. Le choix, il est dans une notation de nature différente. Parce qu'on se dit là, simplement, le marché est très fort, le marché du transport routier de marchandises est extrêmement capable de répondre à des demandes, le marché logistique aussi. Simplement, nous avons aussi, pour les modes de transport alternatifs, un vrai problème d'infrastructure. Deuxième point, on a, et là c'est vrai pour les routes, y compris pour le transport routier, on aura de toute manière des endroits où on ne fera pas les élargissements dont on pouvait rêver il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Donc on aura effectivement des choses en termes d'innovation extrêmement forte, c'est de la régulation, c'est peut-être des péages, mais aussi de la régulation, c'est-à-dire que comment mieux utiliser nos éléments existants. Parce que on voit bien, par exemple, les traversées alpines, ça ne va pas se faire, le choix il n'est pas de développer la route dans les traversées alpines aujourd'hui. Enfin, je pense qu'au contraire, il y a tous les indicateurs qui montrent le contraire, et c'était dit tout à l'heure, les trafics ne sont pas en explosion.